C'est un épisode que nous aurions préféré ne pas avoir à faire. La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran dure depuis 6 mois et toute invasion terrestre majeure semblait jusque-là impensable. Malheureusement, nous n'en sommes plus à ce stade. Trump a essayé à peu près tout le reste, allant des bombardements à la diplomatie, aux bombardements, au blocus, à la levée de 300 milliards de dollars pour l'Iran, et avons-nous mentionné les bombardements ? Le détroit d'Ormuz reste de fait fermé. Certains navires essaient de passer. Mais rien qu'hier, 4 attaques distinctes ont été menées, et il devient clair que l'approche uniquement aérienne et navale que Washington essaie d'adopter ne suffit plus. Ce qui laisse le président Trump face au pire choix auquel il a été confronté jusqu'à présent. Soit capituler complètement devant l'Iran et permettre au régime d'instaurer des péages dans le détroit d'Ormuz, soit faire monter cette guerre à un niveau qu'elle n'aurait jamais dû atteindre. Invasion. La solution la moins coûteuse. Maintenant, le point de départ de l'épisode d'aujourd'hui est à la fois l'option la moins chère pour obtenir un vrai changement en Iran, mais aussi la moins susceptible de réussir. Et d'ailleurs, ce sera un thème récurrent tout au long de l'épisode d'aujourd'hui. Plus il est probable que Washington puisse utiliser une certaine stratégie pour atteindre ses objectifs ultimes, plus il y aura à perdre. Quand nous disons que c'est le moins susceptible de réussir, cela ne veut pas dire que c'est une idée complètement irréaliste, comme parachuter Reza Pahlavi au centre de l'Iran avec la 82e division aéroportée et s'installer là-bas. Non. Parmi toutes les différentes approches que nous allons examiner aujourd'hui, c'est la seule qui ait déjà été tentée auparavant. L'Iran est souvent présenté comme l'incarnation moderne de l'Empire perse, et dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais comme dans tout empire, la majorité dominante, les Perses, ne sont pas les seuls à y vivre. Le pays compte de nombreux groupes ethniques minoritaires qui jouent un rôle important dans cette histoire. Il y a les Baloutches, qui vivent principalement le long de la frontière sud-est avec le Pakistan, puis il y a un nombre important d'Arabes au Khorasan, et quelques Azéris le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Pour aujourd'hui, cependant, nous allons principalement parler des Kurdes, qui sont généralement considérés comme les mieux armés et les mieux organisés du groupe. Ils ont une force de combat modeste mais réelle, soutenue par une coalition politique assez unifiée, ce qui est rare dans la région. Aucun d'eux ne rivalise avec les services de sécurité iraniens, largement supérieurs en nombre et en armement. Parmi tous les mouvements insurgés aux frontières de l'Iran, seuls les Kurdes semblaient être une force sur laquelle fonder un plan. Au tout début de l'opération Epic Fury, ce plan a effectivement été mis en œuvre, ou du moins, l'Amérique a essayé de le mettre en œuvre. Le plan visait à faire traverser des dizaines de milliers de Kurdes de leur base en Irak vers l'Iran, puis à marcher vers Téhéran sous la protection de l'aviation américaine et israélienne. Ils devaient ensuite rejoindre l'ex-président iranien Mahmoud Ahmadinejad, qui, selon les rapports, était devenu agent double pour l'État juif et devait prendre le contrôle du pays. C'était une opération de changement de régime à moindre coût, avec très peu ou pas de forces américaines sur place. Même si la République islamique subsistait, elle ne serait plus que l'ombre d'elle-même. Si tout cela ressemble au scénario d'un film de James Bond, eh bien oui, c'est un peu le cas, et cela s'est déroulé à peu près comme on pouvait s'y attendre. L'ensemble de l'opération n'a survécu au contact de la réalité que quelques jours au début du mois de mars. En fait, il y avait des problèmes dès le départ. Les Kurdes étaient moins armés qu'espérés par Jérusalem et Washington, et la coalition comptait moins de membres prêts au combat que prévu. Ensuite, la situation a empiré. L'opération a fuité, forçant Washington et Jérusalem à réagir dans l'urgence. La Turquie, refusant toute opération kurde armée si elle peut s'y opposer, a menacé de soutenir l'Iran par voie aérienne, si ses plans étaient lancés. Au final, il semble que les États-Unis aient simplement annulé toute l'opération. Et pourtant, malgré tout cela, le plan n'a pas complètement disparu. C'est devenu une sorte de prophétie autoréalisatrice. Les Kurdes ont été tellement médiatisés comme possible point d'appui contre l'Iran qu'ils craignent désormais des représailles du régime quand tout cela sera retombé. Une offre de soutien aérien a aujourd'hui un sens bien différent de celui de février dernier. Washington pourrait hésiter à adopter cette approche vu le rapprochement avec la Turquie, mais Israël, qui possède une force aérienne sophistiquée, pourrait intervenir seul. Cette perspective divise les responsables israéliens jusqu'à présent. Netanyahou en était un grand défenseur, et il semble que le service de renseignement du pays, le Mossad, pensait que cela aurait pu fonctionner si Trump ne l'avait pas opposé son veto. Ce projet a reçu l'approbation israélienne, donc certains pensaient qu'il pouvait fonctionner, mais ce n'est clairement pas l'avis de tous. Même Israel Katz, ministre de la Défense, est resté dubitatif, fronçant les sourcils et secouant la tête quand on lui a demandé si cela avait vraiment porté ses fruits. En général, cependant, on en a pour son argent, et lorsqu'il s'agit de l'Iran, cela ne semble pas différent. Donc, si l'option bon marché ne suffit pas, il faut passer à la catégorie supérieure. Nous évoquerons bientôt les autres options des États-Unis, mais d'abord une pause pour présenter notre site d'abonnement,
frontstove.com. Warfront est notre plateforme pour explorer en profondeur des histoires qu'on ne peut pas traiter sur la chaîne principale, où nous pouvons aller bien plus loin que sur YouTube. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et 1 ou 2 podcasts sur les conflits et la géopolitique importants pour vous. Notre couverture porte souvent sur la guerre en Iran, mais aborde aussi de nombreux sujets sur l'Ukraine, le Soudan, le Sahel, l'Indo-Pacifique et d'autres conflits mineurs souvent ignorés dans le monde. Un abonnement à Warfront coûte $5 par mois ou $50 par an. C'est frontstove.com, allez voir. Et maintenant, on reprend. Le piège de l'île. C'est à ce moment que les coups de Rothschild deviennent vraiment importants pour les États-Unis. Aux États-Unis, mais ce prix plus élevé devrait augmenter les chances de succès. Si la méthode peu coûteuse pour entrer en Iran ne décolle pas, ou si elle finit par s'effondrer à nouveau sous son propre poids, la prochaine étape terrestre sera probablement l'assaut et l'occupation de certaines îles iraniennes dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Il y a beaucoup de petites îles là-bas avec une certaine présence militaire iranienne, mais en réalité, les 3 grandes cibles que les États-Unis pourraient essayer de frapper sont les îles Kharg, Larak et Kachem. L'île de Kharg est en quelque sorte le joyau de la couronne du groupe, et elle a longtemps été considérée comme une cible potentielle si l'on veut frapper l'Iran là où ça fait mal. Située à seulement 25 km de la côte iranienne et couvrant à peine 20 km², plus de 90% de l'approvisionnement en pétrole de la République islamique transite par son terminal avant que ce pétrole ne soit exporté à l'étranger. Mettre tous ses œufs dans le même panier signifie que si l'Iran perdait ses îles, il serait économiquement paralysé d'une façon inédite durant cette guerre ou avant. En fait, c'est une île tellement importante que nous avons consacré une vidéo précédente au sujet en mars dernier. Ensuite, il y a les îles Larak et Keshm qui remplissent donc 2 fonctions distinctes mais liées. La première est à peu près l'endroit où l'Iran a installé ses péages, principalement parce que c'est un poste d'observation sur le détroit d'Ormuz. L'île possède un phare, des radars, des tours de communication et des postes d'observation du CGRI, offrant aux gardiens une vue sur presque tous les pétroliers et navires de guerre passant par le détroit. Mais si Larak est celle qui aboie, Keshm est celle qui mord vraiment. Elle sert de base navale avancée du CGRI et a été surnommée, je cite, le porte-avions insubmersible de l'Iran. C'est la plus grande île du Golfe, et elle dispose plus ou moins de tout ce dont les forces stationnées là-bas pourraient avoir besoin pour l'attaquer ou la défendre. C'est aussi un centre pour les vedettes rapides, une épine constante pour les navires traversant le détroit d'Ormuz. Ensemble, les 3 ont essentiellement attiré les planificateurs militaires à Washington comme un équivalent perse des sirènes de l'Odyssée d'Homère. Mais comme dans l'histoire originale, tout cela est conçu pour être un piège. Attirer les Américains et une fois qu'ils sont là, frapper. De façon réaliste, les États-Unis pourraient probablement prendre les îles, même si cela aurait certainement un coût. Nous sommes sûrs que les Iraniens ont fait de leur mieux pour verrouiller ces endroits aussi solidement que possible. Des mines sur les côtes et l'île, de lourdes fortifications pour défendre en cas de débarquement des Marines. Vous voyez le genre. L'Iran maîtrise la guerre asymétrique, pas les approches conventionnelles, donc il ne serait pas surprenant que les États-Unis en capturent une ou plusieurs. Mais le plus dur de cette victoire serait ce qui suivrait la prise des îles par Washington. Rappelons que l'île de Kharg n'est qu'à 25 km des côtes iraniennes, les autres étant à peine plus éloignées. Quelles que soient les forces qui prendraient les îles, elles seraient des cibles faciles pour les drones, missiles ou l'artillerie, que l'armée iranienne n'a pas encore pu utiliser efficacement. En parlant de drones, ceux opérant à cette distance filment en vidéo. Il suffit de voir les compilations ukrainiennes montrant les derniers instants de soldats russes pour imaginer les vidéos que l'Iran pourrait produire montrant des soldats et des marines américains subissant le même sort. Et étant donné que l'Iran parle désormais ouvertement de sa volonté d'accueillir les États-Unis dans le pays si Washington décide d'intervenir, on va parier sur tout ce qui précède concernant ce que la République islamique enverrait contre eux. Malgré ces conditions loin d'être idéales, une telle opération semble bénéficier d'un véritable soutien à Washington. Le sénateur Lindsey Graham a souvent appelé à ce type d'opération. Bien qu'il n'influence plus le président, il a clairement marqué les esprits. Mardi dernier, Trump aurait organisé une réunion dans la Situation Room sur ce sujet. Lors d'une interview à Fox News, il a affirmé que la prise des îles n'était pas sa première option, mais a ajouté « Si nous les affaiblissons assez, je le ferai ». Mais prendre quelques îles est, à ce stade, plutôt du côté des options les plus modestes parmi celles envisagées ici. Si Washington veut vraiment ouvrir le détroit en y envoyant des troupes, une version de ce scénario va bien plus loin. Propriété en bord de mer.
Au fil de notre progression aujourd'hui, il est essentiel de rester concentré sur l'objectif. Washington n'agirait ainsi que pour une raison, rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz. Si aucune des options précédentes ne vous semble suffisante pour amener la République islamique à accepter, alors il nous reste encore une chose à considérer, car vous avez raison, aucune des options précédentes n'est susceptible de rouvrir le détroit d'Ormuz. Pas sans la coopération et des concessions de l'Iran, or rien n'indique jusqu'ici que l'Iran soit prêt à coopérer et à faire des concessions. Quand Donald Trump a lancé l'opération Epic Fury, il avait promis une campagne aérienne uniquement. Donald Trump lui-même avait longtemps critiqué les aventures interminables au Moyen-Orient et avait fait sensation lors des primaires de 2016 en critiquant la guerre en Irak, donc toute opération impliquant des troupes au sol serait un sacré revirement. Cela dit, Epic Fury avait aussi été présenté comme une opération de 4 à 5 semaines, et nous en sommes maintenant au 5e mois, pas à la 5e semaine. Donc lorsqu'il s'agit de savoir comment Washington pourrait réellement forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz, il ne reste plus qu'une seule option sur la table. Pour situer, l'Iran fait un 1/5 de la superficie des États-Unis continentaux et a environ 1700 km de côte sur le golfe Persique et d'Oman. Aucune puissance navale américaine ne pourrait défendre une telle zone, comme le prouvant les frappes répétées contre la navigation commerciale, survenues encore cette semaine, dont certaines hier selon des rapports. De façon réaliste, la seule manière d'y parvenir serait une invasion terrestre de la côte iranienne. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons. Jason Campbell de le Middle East Institute a déclaré publiquement, je cite, « Il est très difficile d'imaginer un scénario dans lequel on pourrait sécuriser le détroit d'Ormuz de manière satisfaisante sans force terrestre. » Contrairement aux stratégies kurdes ou insulaires, il ne s'agirait pas d'une simple incursion mineure. Les chiffres exacts varient selon les sources, mais les estimations du RAND, du CSIS et d'institutions comme l'US Naval War College situent généralement le nombre de soldats nécessaires à plusieurs dizaines de milliers, voire potentiellement jusqu'à des centaines de milliers. Selon une estimation, il faudrait une brigade expéditionnaire de Marines, soit environ 17 000 Marines, rien que pour prendre la ville portuaire de Bandar Abbas. Donc quand on fait le calcul, étant donné la longueur réelle du littoral ici, on commence à comprendre d'où vient ce chiffre de centaines de milliers. Tout comme l'approche par les îles, cela exposerait presque totalement les forces américaines sur la côte. Il est rare, et pour de bonnes raisons, qu'un pays en envahisse un autre uniquement par la côte. Dans cette situation, l'ensemble des forces armées iraniennes seraient absolument impatients de participer à l'action. Jusqu'à présent, l'armée conventionnelle iranienne, l'Artesh, était essentiellement absente du conflit. Elle compte à elle seule entre 350 000 et 420 000 soldats, en plus des milices du Basij et de tout ce que les gardiens de la révolution islamique lanceront contre les États-Unis. Contrairement à l'opération kurde, où Israël avait accepté un rôle plus important, Jérusalem a dit à Washington que nous serions seuls sur le terrain cette fois. Il faut rappeler qu'à ce jour, l'Iran a surtout montré sa puissance militaire en guerre asymétrique, notamment par l'usage de drones et en semblant ignorer l'ampleur des bombardements subis. Et même si cela s'est avéré être une stratégie gagnante jusqu'à présent, cela laisse tout de même un énorme point d'interrogation quant à la façon dont cela tiendrait dans une bataille conventionnelle terrestre contre Washington. Il pourrait être moins efficace sur le terrain qu'avec les drones ou opposer une résistance plus forte que prévue par Washington. Quoi qu'il en soit, leur capacité à mener une guerre asymétrique contre les positions américaines dans le pays continuerait sans interruption, sauf si Washington lançait une opération terrestre totale pour provoquer la chute du régime. L'Iran s'est clairement préparé précisément à ce type d'invasion. La doctrine défensive du pays a été conçue pour survivre à la stratégie de décapitation des États-Unis et résister à ce type d'occupation. Même en supposant que les États-Unis opèrent sur toute la côte iranienne, cela ne ferait que préparer Washington à une occupation longue et difficile, sans le soutien politique intérieur nécessaire pour Trump. Et avons-nous oublié de mentionner que l'Iran prépare aussi d'autres surprises pour l'Amérique ? Récemment, Téhéran a avancé l'idée que si les États-Unis débarquent réellement, l'Iran ripostera ailleurs, visant notamment le Koweït et Bahreïn avec de possibles invasions majeures. Ahmad Ardestani, député iranien du Comité de sécurité nationale, a déclaré « Si les États-Unis déploient des troupes en Iran, nous pourrions aussi attaquer le Koweït et Bahreïn au sol. » Notez que le « et pourrions » est important et ne doit pas être pris pour acquis. Mais si vous suivez la stratégie militaire iranienne récente, ils ont tiré sur presque tout le monde dans la région. Tous les États du Golfe ont été pris entre deux feux, mais le Koweït et Bahreïn s'en sortent bien moins bien que les autres. Téhéran bombarde ces deux pays sans répit depuis une semaine, dont une frappe sur une usine de dessalement au Koweït. Dans cette région, l'eau est vraiment de l'or liquide.
90% de l'approvisionnement en eau potable du Koweït provient des usines de dessalement, tout comme 86% à Oman et 70% en Arabie Saoudite. Ce type de destruction, s'il était mené à grande échelle, serait absolument dévastateur pour la région ainsi que pour les forces américaines. 17 décès américains ont été confirmés jusqu'à présent dans la guerre, la plupart lors de la première phase. Vendredi dernier, cependant, 2 soldats ont été tués pour la première fois depuis avril, tous deux stationnés en Jordanie. Le premier lieutenant Tyler Phelan, 25 ans, et la soldate Isabella Gonzalez, qui n'a que 19 ans. Ce nombre de morts a été atteint sans qu'aucun soldat américain ne pose le pied sur le sol iranien. Et il est certain qu'il augmenterait considérablement si les États-Unis lançaient une opération de ce genre. Merci de votre attention.